regardez Al24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, après le gel, le dégel, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné vendredi le retour à Bamako de l'ambassadeur d'Algérie. Une décision partagée par le gouvernement malien de la transition qui a décidé le retour à Alger de son ambassadeur et la réouverture de son espace aérien national. Coup d'envoi ce samedi des travaux de la journée africaine de lutte contre la corruption au Centre international des conférences d'Alger. L'Algérie réaffirme son engagement pour l'intégrité et la transparence sur le continent. Escalade au Moyen-Orient alors que les attaques américaines se multiplient contre l'Iran. Le guide suprême l'Ayatollah Mujtaba Khamenei promet de venger la mort de son père. Et enfin, toujours pas de répit pour les Palestiniens de Raza. Des attaques sionistes ont fait 7 martyrs et 28 blessés ces dernières 24 heures. Bonsoir à toutes et à tous. Reprise des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Mali. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné vendredi le retour à Bamako de Kamel Retieb en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali. Une décision qui traduit la volonté constante et résolue du président Tebboune de rétablir les relations algéro-maliennes dans leur trajectoire historique naturelle, fondée sur le respect mutuel, ainsi que sur des liens de fraternité et de coopération au service des intérêts des deux peuples et pays frères de l'ensemble des pays de la région sahélo-saharienne et plus largement de tout le continent africain. À noter que Kamel Retieb avait été rappelé pour consultation le 7 avril 2025. Et le gouvernement de la République du Mali a également décidé le retour à Alger de son ambassadeur en Algérie et la réouverture de son espace aérien national à l'ensemble des aéronefs civils et militaires assurant des vols en provenance ou à destination de l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué vendredi un communiqué du gouvernement malien de la transition. Et puis on en parlait tout à l'heure en titre, les travaux de la journée d'études sur l'indice de performance d'intégrité ont débuté ce samedi au Centre international des conférences d'Alger, Abdelatif Rahal, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ce à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la lutte contre la corruption. Dans son allocution d'ouverture, la présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati, a souligné que le fléau de la corruption sapait désormais les structures économiques et sociales des nations, menaçant la stabilité et alimentant la criminalité organisée. Ajoutant que la lutte contre la corruption n'est, je cite, plus un choix, mais une obligation internationale exigeant des pays africains une coordination afin de concrétiser la bonne gouvernance et la justice sociale. Cette journée d'études dédiée au secteur de l'économie publique et privée n'était pas un choix temporaire ou une simple circonstance. Elle vient incarner une logique dont le but est d'instaurer la transparence dans le domaine économique. Cette transparence est devenue aujourd'hui l'une des plus importantes bases du développement durable et l'une des principales conditions pour améliorer le climat des affaires et des investissements, renforcer la concurrence loyale entre les entreprises et instaurer la confiance entre les opérateurs économiques dans le contexte des grandes transformations économiques qu'a connues notre pays. À l'ombre des mutations économiques mondiales, les entités économiques ne sont plus seulement évaluées à l'aune de ce qu'elles réalisent en termes d'indicateurs financiers ou productifs. Leur positionnement dépend également de leur engagement envers les fondements d'une bonne gouvernance, les principes de la transparence, l'efficacité de leur système de contrôle ainsi que de leur capacité à gérer les risques de la corruption et les conflits d'intérêts.
Pour sa part, le rapporteur du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, Principe Ntibassoumé, a souligné la nécessité d'adopter des approches novatrices et sûres en coordination avec les gouvernements africains afin de renforcer les efforts conjoints de lutte contre la corruption et de consolider la coopération continentale pour faire face à ce fléau. Le rôle du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, c'est d'encourager les États membres à promouvoir les meilleures pratiques et à partager l'expérience et à coopérer pour l'éradication de la corruption au niveau continental. Et nous sommes très ravis de cet outil, de cette très meilleure expérience que nous pouvons partager, que nous allons exporter dans d'autres États membres, que nous allons même recommander que les autres États puissent venir apprendre de l'Algérie sur ces meilleures pratiques. Et sincèrement, nous sommes très ravis, nous sommes très contents de cette expérience et nous allons partager avec ça dans nos rapports, mais aussi avec d'autres États, comme nous sommes là pour juste collecter les meilleures pratiques qui puissent nous aider à avancer ensemble. On ouvre à présent notre dossier guerre au Moyen-Orient. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Mujtaba Khamenei, a déclaré ce samedi que venger son prédécesseur et père assassiné était, je cite, l'exigence de la nation et devait absolument avoir lieu. La télévision iranienne a diffusé ce message à l'occasion des cérémonies funéraires de l'ayatollah Ali Khamenei qui se sont déroulées plusieurs mois après son assassinat suite à une frappe américano-sioniste en février dernier. Nous jurons de venger votre sang pur et celui de tous les martyrs de ces deux guerres versés par leurs assassins criminels et infâmes. Cette vengeance est l'exigence de notre nation et elle doit absolument être accomplie. Ces criminels, dont les noms sont connus de tous, emporteront dans leur tombe l'espoir perdu de mourir en paix dans leur lit. Ils doivent savoir que cette affaire ne dépend ni de mon existence, ni de celle de tout autre responsable. Que nous soyons là ou non, cela se réalisera. Et bientôt, parmi les peuples libres du monde, chacun accomplira sa part de cette mission divine. L'Iran qui a justement accusé les États-Unis d'avoir violé à plusieurs reprises de multiples dispositions d'un mémorandum d'entente signé à la mi-juin de cette année. Dans une interview accordée vendredi à un média iranien, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baqai, a déclaré que les violations américaines étaient devenues habituelles et que les États-Unis continuaient de violer les différents termes de l'accord malgré sa signature récente, soulignant que les frappes menées mercredi et jeudi violaient ouvertement les articles 1 et 2 du protocole d'accord. Justement, les frappes aériennes américaines survenues lors de la récente reprise des hostilités ont fait depuis mardi 17 morts et 115 blessés parmi la population civile iranienne, selon le ministère iranien de la Santé. Des bombardements qui ont visé 5 provinces, provoquant des tensions exacerbées dans la région. De son côté, le président américain Donald Trump a lancé dans la nuit une nouvelle mise en garde à Téhéran, affirmant que les États-Unis, je cite, anéantiraient et détruiraient complètement l'ensemble du territoire iranien en cas de tentative d'assassinat contre lui, affirmant que 1000 missiles américains étaient prêts à frapper la République islamique. Et puis l'ONU a appelé Washington et Téhéran à poursuivre leurs efforts diplomatiques et à apaiser les tensions actuelles. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a exprimé lors d'un point de presse l'espoir que les deux parties feraient progresser les négociations afin de promouvoir rapidement une solution politique globale. Sur le volet nucléaire, la Chine a appelé vendredi le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter une position objective et impartiale, à créer des conditions favorables à des négociations diplomatiques et à une solution politique à la question nucléaire iranienne. On écoute.
La priorité absolue du Conseil de sécurité est de maintenir une position objective et impartiale, de gagner du temps et de l'espace pour les efforts diplomatiques, de favoriser un climat propice aux négociations et d'éviter de devenir un instrument permettant à certains pays de faire avancer leur propre agenda politique et d'exercer des pressions. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a entamé ce samedi une visite officielle dans le sultanat d'Oman avec en toile de fond le détroit d'Ormuz et la sécurité maritime. Les discussions ont tourné autour de la facilitation de la circulation en toute sécurité dans le détroit. À noter que Oman occupe une position centrale dans ce dossier, le chenal de navigation traversant une zone maritime bordée par le territoire iranien au nord et par le sultanat au sud. Direction à présent Raza où le nombre de martyrs ne cesse d'augmenter. Le bilan s'est une nouvelle fois alourdi ce samedi, atteignant les 73 221 morts et 173 643 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 7 martyrs ainsi que 28 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande, et ce au cours des dernières 24 heures. Les déplacements répétés ont contraint de nombreux Gazaouis de l'est de Khan Younes à chercher refuge à la mosquée Bilal, où une cinquantaine de familles sont actuellement abritées. En l'absence de tentes ou d'abris alternatifs, la mosquée est devenue un espace de vie collectif. Les détails à Madame Zenzitouni. Entre lecture du Coran, ménage et cuisine, ces déplacés passent leur temps à l'intérieur de cette mosquée ou dans sa cour. Ce lieu de culte est transformé en foyer collectif pour ces Razaouis qui sont dépourvus de tout. Nous n'avons aucun abri, ni tente, ni drap, ni couverture, rien du tout. Nous n'avons trouvé que la mosquée censée être réservée aux prières et aux cultes. Désormais, c'est ici, dans la mosquée, que nous dormons, que nous allons aux toilettes. Il n'y a aucune intimité. La mosquée compte une cinquantaine de familles qui utilisent les mêmes toilettes. Faute de tentes et d'autres abris, les familles ont aménagé des sections dans la salle de prière. Elles vivent dans des espaces extrêmement exigus, séparés par des cloisons de fortune, avec un accès très limité à l'eau, à la nourriture et aux produits de première nécessité. Je suis déplacée ici, dans cette mosquée, depuis plus de 2 ans et demi. Il n'y a ni eau courante, ni électricité, ni rien dont le corps humain a besoin. Nous devons transporter de l'eau sur de longues distances. Bien qu'elle serve d'abri, la mosquée demeure un lieu de culte. Le vendredi, les fidèles se rassemblent pour prier dans la même salle où vivent des dizaines de familles. Nous vivons dans une mosquée, mais contre notre gré. Cette mosquée devrait être un lieu de culte et de prière, surtout le vendredi, jour saint pour la prière. Nous n'avons trouvé aucun autre endroit où vivre. Nous avons préféré vivre dans la mosquée plutôt que dans la rue. Le surpeuplement et la destruction massive des logements forcent les familles de Raza à s'entasser dans des camps, des écoles ou des mosquées. Cette promiscuité généralisée engendre une grave crise sanitaire et une perte totale d'intimité, exposant les plus vulnérables à une précarité psychologique et matérielle profonde. Conflit russo-ukrainien, la Russie a déclaré vendredi que ses forces avaient progressé dans la direction de Krasny Liman dans la région de Donetsk, poursuivant selon un communiqué du ministère de la Défense russe les opérations de déminage et les missions de recherche et de ratissage tout en progressant vers l'ouest. Les forces russes ont par ailleurs mené une frappe concentrée et 6 frappes groupées contre les entreprises militaro-industrielles, les infrastructures énergétiques et de carburant, ainsi que les positions militaires de l'Ukraine. De son côté, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces ukrainiennes avaient mené des frappes tôt vendredi contre de multiples cibles en Russie et dans les zones contrôlées par Moscou. Les cibles comprenaient une raffinerie de pétrole, un terminal pétrolier, des installations de stockage de carburant, une entreprise de traitement de condensat de gaz ainsi que 18 navires selon le communiqué.
Et puis les États membres de l'Union européenne n'ont pas réussi vendredi à parvenir à un accord sur le 21e train de sanctions contre la Russie. Et les discussions à ce sujet se poursuivront. Selon l'agence Reuters, les désaccords entre les parties portaient principalement sur des questions telles que le plafonnement du prix du pétrole brut russe, les restrictions d'entrée dans les pays de l'UE pour les personnes ayant servi dans les forces armées russes depuis le début du conflit ukrainien et la liste de certaines entités et personnes sanctionnées. Les images ont fait le tour du monde en Espagne. L'incendie de forêt qui s'est déclaré vendredi dans la région de Los Gallardos à Almería, dans le sud du pays, continue de faire rage. Un bilan provisoire fait état de 12 morts et 23 disparus, soit l'incendie le plus meurtrier jamais enregistré en Andalousie. Souhila Kilal. Les hélicoptères enchaînent les rotations en larguant à chaque passage des centaines de litres d'eau sur les fronts actifs. Au sol, les pompiers continuent d'arroser les collines pour tenter de maîtriser cet incendie meurtrier. Même l'eau des piscines des habitations est utilisée. La région de Los Gallardos à Almería, dans le sud de l'Espagne, est méconnaissable. Heureusement, le vent s'est calmé la nuit dernière, ce qui a permis aux équipes au sol de travailler efficacement toute la nuit. Et ce matin, les conditions étaient beaucoup plus calmes. L'appui aérien s'est joint aux efforts et accompli un travail formidable pour éteindre les 2 ou 3 incendies qui ravagent la région de Lubrain. Attisé par les vents, l'incendie s'est propagé rapidement vendredi, piégeant plusieurs victimes qui tentaient de fuir. Des autopsies ont été pratiquées sur les 12 corps retrouvés près du quartier boisé de Bédar, au nord de Los Gallardos, où le feu s'est déclaré. 23 personnes sont toujours portées disparues. Plusieurs villages de la région ont d'ailleurs été évacués par mesure de précaution, dans la nuit de vendredi à samedi. Les enfants du centre ont été hébergés dans le théâtre du centre-ville de Lubrain. Une quinzaine de personnes dans le centre de santé, les quelques 80 autres dans la maison funéraire de Lubrain. J'étais tranquillement chez moi quand ils sont arrivés et m'ont dit « Préparez-vous, on arrive, c'est juste par mesure de sécurité, car j'aurais pu être dans les champs. » Environ 6600 hectares ont été ravagés et plus de 1400 habitants ont été contraints de quitter leur domicile. Pour l'heure, les enquêteurs avancent la thèse de la chute du câble électrique comme la principale cause suspectée. Depuis le début du mois de juillet, plusieurs incendies se sont déclarés dans plusieurs régions d'Espagne, notamment dans le nord-est et l'est du pays. D'autres pays européens ont connu plusieurs incendies ce mois de juillet 2026, notamment le Portugal, la Grèce ou encore la France. Au Japon, le typhon Bavi a frappé l'île d'Ishigaki avec des pluies torrentielles et des vents violents pouvant atteindre 216 km/h. La tempête a provoqué d'importantes coupures d'électricité affectant des milliers de foyers dans la région d'Okinawa, des rues jonchées de débris et la suspension totale des vols et des ferries. Autre catastrophe naturelle, le double séisme dévastateur qui a frappé l'état côtier de la Guaira au Venezuela. Un séisme qui a plongé la région dans une urgence sanitaire sans précédent. Les survivants sont aujourd'hui confrontés à de graves menaces épidémiques exacerbées par la promiscuité dans les abris et l'effondrement des infrastructures. Le nombre de consultations a commencé à augmenter la deuxième semaine. Lorsque les gens ont recommencé à se déplacer, ont découvert l'existence d'un hôpital de campagne brésilien dans la zone sinistrée. Les problèmes de santé actuels sont probablement davantage liés aux infections dues à la promiscuité dans les abris, ainsi qu'à la gestion des dépouilles des victimes et aux soins post-traumatiques, ce qui a accru la demande de services médicaux. Nous avons déjà pris en charge
environ 1400 patients. L'un des principaux défis consiste à gérer les infections susceptibles de se propager dans les hôpitaux et les centres d'hébergement, d'autant plus que ces derniers manquent d'eau potable et de cuisine, ce qui peut entraîner des diarrhées. Un autre problème potentiel est celui des infections respiratoires, car de nombreuses personnes sont entassées dans des espaces restreints et mal ventilés, ce qui permet au virus de se propager beaucoup plus rapidement. Et je vous propose, mesdames et messieurs, de finir sur une note de musique avec la poursuite des festivités du Festival culturel international de Timgad dans la wilaya de Batna pour la deuxième soirée consécutive. Une deuxième nuit marquée par la diversité des styles musicaux entre raï algérien, sonorités orientales et rythmes modernes. Les artistes ont offert au public un nouveau rendez-vous placé sous le signe de la fête et du partage. Foulah Laili, notre envoyé spécial, a justement tendu le micro à quelques artistes. J'ai toujours entretenu une relation très forte avec le public de Timgad. C'est une belle histoire que je garde précieusement en mémoire. Et aujourd'hui, je ressens exactement les mêmes émotions qu'autrefois. Rien n'a changé. Je suis très heureuse de participer à cette édition et surtout d'être en Algérie. Le public a été formidable ce soir. Son accueil et son interaction m'ont beaucoup touchée. J'ai adoré partager ces moments sur scène. J'étais très stressée avant de monter. Mais une fois face au public algérien, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai déjà fait ce festival il y a quelques années. Et du coup, c'est la même atmosphère, voilà, des ondes positives du public. J'ai l'endroit aussi, j'imagine que l'endroit il donne quelque chose. Et je voulais remercier les gens qui sont derrière le festival. Je voulais remercier aussi les gens de Batna. Franchement, le public, il joue le jeu. C'est un public jeune, donc c'est normal parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une diversité musicale et on est tiraillé entre plusieurs styles. Mais je pense que Tajaoub Kanhana, c'est-à-dire c'est un public. En plus, je pense que les gens de l'Est, c'est des gens avec beaucoup de pudeur, c'est des gens pudiques. Donc ils ne s'expriment pas de la même manière, par exemple, comme les gens d'Oran. On vous invite donc à aller faire un tour à Batna pour assister à ce merveilleux festival qui est le Festival international de Timgad. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Si vous voulez revoir ce programme, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.